Les combats aériens opposent généralement des chasseurs. Deux machines de guerre rapides et agiles s'affrontant dans un duel à mort. Quand un bombardier se retrouve au cœur de la bataille, ses chances de survie sont minces. Mais il arrive que leurs pilotes, armés d'un courage inébranlable, parviennent à inverser la tendance et à remporter un combat perdu d'avance. Grâce à des animations générées par ordinateur, prenez place aux côtés de ces pilotes de bombardiers face aux chasseurs les plus redoutables du XXe siècle. Vivez la bataille, étudiez les tactiques, prenez part au combat. Nous sommes le 8 mai 1942. La bataille de la mer de Corail fait rage. Le Japon, cherchant à resserrer l'étau autour des îles Salomon, attaque sans relâche les porte-avions américains, donnant lieu à des combats d'une intensité encore jamais vue. Une escadrille de 8 SBD Dauntless patrouille autour de l'USS Yorktown afin de le protéger des attaques de bombardiers torpilleurs. Les Dauntless ne sont pas adaptés à cette mission, mais ce sont les seuls appareils disponibles. Le leader de la formation est le capitaine Vadessa, un pilote de Dauntless aguerri. Après 10 minutes de vol seulement, il repère une formation ennemie approchant rapidement. Ce ne sont pas des bombardiers. Tout à coup, j'ai vu un reflet lumineux dans le ciel. J'ai compris qu'ils arrivaient. Un essaim de redoutables chasseurs A6M0 se présente en surplomb, par l'arrière. C'est une position d'attaque idéale. Ils étaient 9. Ils nous plongeaient dessus en nous mitraillant avec leurs canons de 20. Il n'y avait qu'une seule parade à leur manœuvre. Si les Dauntless continuent tout droit, ils seront une cible facile, de même que s'ils virent sur la droite. La seule solution est de virer à gauche, droit dans l'attaque des zéros, pour les prendre de court. J'ai crié à la radio « break », mais j'ai été le seul à tourner. Les zéros fondent sur l'escadrille américaine. 4 Dauntless sont abattus dès le début du combat. Le capitaine Vadessa poursuit son virage à gauche, mais un des zéros le surplombe dans ses 7 heures. Il a ouvert le feu sur moi. J'ai poussé le manche et j'ai dégagé sur la gauche. Il est passé juste au-dessus de moi. La manœuvre du Dauntless surprend le pilote du zéro qui le dépasse. Mais Stanley Vadessa sait qu'il ne peut pas distancer son ennemi. Il doit l'affronter de face. Son appareil est robuste. Il peut supporter des virages à 180 degrés très serrés. Il avait déjà fait demi-tour. Il se dirigeait à nouveau vers moi en faisant cracher ses redoutables canons de 20 mm. Un seul obus dans le moteur et on était fichu. Le problème lors d'un affrontement en face à face entre un Dauntless et un zéro, c'est que le zéro dispose d'un canon de 20 mm à la portée bien plus importante que les mitrailleuses du Dauntless. Les deux avions foncent l'un sur l'autre. Stanley doit à tout prix sortir de la ligne de mire du pilote ennemi. Je n'avais qu'une possibilité, partir brutalement en lacet sur la gauche. Stanley écrase son palonnier pour échapper au tir. Le nez de son appareil bascule sur la gauche, évitant la rafale d'obus. Les deux pilotes virent brutalement sur l'aile pour se placer à nouveau face à face. Leur vitesse de rapprochement dépasse les 1000 km/h.
Juste avant que le zéro ouvre le feu, Stanley plonge, effectue un autre évitement et réalise un nouveau virage sur l'aile. Mais quelque chose ne va pas. Cette fois, le pilote ennemi n'a pas fait demi-tour. Il s'éloigne du Dauntless. Je me suis dit qu'il devait entrer en communication avec d'autres appareils. Un second chasseur l'a rejoint très rapidement. Le lieutenant Vadessa comprend alors qu'il est face à un combat à 2 contre 1. Il est la cible de 2 chasseurs zéro. Surpassé en nombre et en puissance de feu, les chances du Dauntless sont minces. Cet appareil n'a pas été conçu pour faire face à cette situation. Le Douglas SBD Dauntless, ou Intrépide, a été le bombardier en piqué le plus employé par l'US Navy. Il était capable de transporter une bombe de 450 kg que le pilote larguait quasiment à la verticale avant de redresser à la limite du voile noir. Il disposait de 2 mitrailleuses de calibre 12,7 montées dans le nez, ainsi que d'une double mitrailleuse de calibre 7,62, actionnée par le second membre d'équipage. Au cours de ses 6 premiers mois de service, le Dauntless a contribué à la destruction de la moitié de la flotte nippone. Afin de résister à des ressources pouvant atteindre les 12 G lors des rétablissements de piqué, le SBD a été construit autour d'un cadre très robuste. Il était également muni de volets de piqué dits en gruyère. Le Dauntless présentait des volets perforés de grande dimension pour lui permettre de ralentir sa vitesse et de rester manœuvrable afin de bien ajuster sa cible pendant les attaques à la verticale. Le SBD est donc un appareil dédié au bombardement en piqué. Mais son manque d'agilité en fait une cible facile pour les chasseurs ennemis. Le Mitsubishi A6M0 a été conçu pour le combat air-air. Dès ses premiers instants de service, il domine le ciel. Il pèse 1 tonne de moins que le Dauntless et vole 160 km/h plus vite. Il est muni de 2 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses de calibre 7,7. Le SBD n'a pas de canon et son mitrailleur de queue est impuissant dans les combats tournoyants. En revanche, le Zéro dispose d'un blindage très léger. Une simple rafale bien ajustée peut en venir à bout. Si le lieutenant Vadessa réussissait à manœuvrer son appareil pour tirer une seule rafale bien placée, il avait des chances d'abattre un des zéros. La partie semble perdue d'avance, mais Stanley est confiant. Il sait qu'il est capable d'engager un combat tournoyant. Hors de portée de tir du Dauntless, les pilotes nippons coordonnent leur attaque. Puis, ils fondent sur leur cible. L'un des zéros se présente de face. Il ouvre le feu. Stanley part enlacé à gauche. Le second appareil ennemi se met immédiatement en place. J'en avais un en face et un autre qui effectuait un virage pour se placer dans mes 6 heures. J'ai tout de suite compris qu'il cherchait à me prendre en tenaille. Stanley est ici, les zéros sont là et là. Ils cherchent à tirer avantage de leur allure, 2 fois plus rapide que celle du Dauntless, pour encercler ce dernier. Afin de contrer cette manœuvre, le pilote américain va faire subir à son appareil un demi-tour sur l'aile à 9 G. Sa seule chance de salut est de maintenir les zéros face à lui et de profiter de sa puissance de feu. Le Dauntless est un appareil robuste qui supporte ce traitement sans broncher. Mais le pilote, lui, risque à tout moment le voile noir. Aussitôt après une première passe de tir, Stanley répète sa manœuvre pour se placer face au second zéro. Les pilotes japonais tentent de suivre la cadence.
Je tournais, je roulais, je changeais d'altitude, je bougeais dans tous les sens. C'était des manœuvres assez violentes. Je faisais tout pour sortir de leur ligne de mire. Les Zéros ne peuvent rien faire. Un virage à 9G leur arracherait les ailes. Le pilote de l'US Navy manie son avion aux limites de ce qu'un homme peut supporter. Soudain, la situation empire. Un troisième chasseur ennemi fait son apparition. Un troisième Zéro est arrivé. Il était un peu plus haut. Je l'ai vu pointer son nez sur nous et entamer une passe de tir en piqué, presque à la verticale. Le Dauntless est encerclé. Sa vitesse de pointe ne lui permet pas de prendre la fuite. Pour survivre, la seule option est d'abattre les appareils ennemis. À bord de leur bombardier, le lieutenant Stanley Vadesa et son mitrailleur font face à 3 A6M, les meilleurs chasseurs japonais. Le Dauntless n'a jamais été conçu pour ça. 2 Zéros encerclent l'appareil américain en lui tournant autour. Un troisième arrive à 3 heures en piqué. Ce dernier plonge littéralement sur la machine de Stanley pour le forcer à cesser sa contre-attaque. Les Japonais tirent des centaines d'obus, dont plusieurs atteignent leur cible. Mais le Dauntless est un appareil solide. Il continue à voler. C'est probablement ce qui a sauvé son équipage jusque-là. Dans ces manœuvres désespérées, le corps de Stanley et de son mitrailleur pèse jusqu'à 9 fois plus lourd. Je remuais l'appareil dans tous les sens. Je piquais à la limite de la vitesse maximale. On encaissait des G négatifs, des G positifs. Pour contrer l'attaque des Zéros, le lieutenant Vadesa est contraint d'effectuer des manœuvres très agressives, infligeant à son corps de brutales variations de gravité. Il a enchaîné les ressources positives et négatives. Ses sangles ont dû se desserrer. Elles ne le maintenaient certainement plus en place. Ces brusques changements de direction s'avèrent payants, mais le mitrailleur ne peut rien faire. Subissant lui aussi des accélérations de 9G, il est incapable de lever les bras pour se saisir de son arme. Le problème, c'est que les manœuvres étaient si brutales qu'il ne pouvait pas attraper sa mitrailleuse. Il lui était impossible d'ouvrir le feu. Après avoir esquivé plusieurs attaques, il devait essayer de pousser les pilotes japonais à la faute. Cette faute, Stanley la guette dans les virages de zéro. Après chaque passe de tir, le pilote ennemi doit faire demi-tour sur l'aile. Si son virage est trop large, Stanley sera en mesure de se placer dans ses 6 heures. En attendant le bon moment, il conserve sa stratégie défensive. Il se bat maintenant depuis 17 très longues minutes. Lorsque le corps subit de telles accélérations, le cœur doit battre de plus en plus fort pour conserver une circulation sanguine normale. L'effort physique pour conserver les commandes en main est très intense. Au bord de l'épuisement, il faut très vite passer à l'offensive. L'un des Zéros est sorti un peu trop tôt de son virage. J'ai pu me placer derrière lui. C'est l'erreur que Stanley attendait. J'étais très bien placé pour tirer une rafale. Son moteur s'est mis à fumer. Je me suis dit que j'avais dû le toucher. Stanley vient de mettre hors d'état de nuire un premier appareil ennemi. Mais il en reste 2. L'un effectue une nouvelle passe de tir en piqué. Au moment où son pilote redresse, Stanley profite d'une ouverture et ouvre le feu à son tour.
J'ai incliné l'appareil, presque en chandelle. J'étais tout près de lui. Il était sur le côté, en train de virer vers la droite. J'étais quasiment dans ces 3 heures et j'ai tiré une rafale. Ensuite, j'ai coupé les gaz pour décrocher. Stanley redresse son appareil, mais il manque d'être percuté par la carcasse enflammée du Zéro qu'il vient d'abattre. Le pilote de l'aéronavale américaine a réussi contre toute attente à venir à bout de 2 chasseurs ennemis. Il n'en reste plus qu'un. C'était un combat à mort. Si je ne le tuais pas, il le ferait. Stanley est ici, à bord de son bombardier. Le Zéro, beaucoup plus agile, est là. Il se met en place pour une ultime passe de tir. Il a tourné et s'est placé face à moi. Vu le nombre de rafales qu'il avait tirées, je me suis dit qu'il devait être à court de munitions. Hélas, ce n'est pas le cas. Le Zéro arrose le Dauntless d'une nuée d'obus. Stanley part à nouveau en lacet pour éviter le tir. Il continuait à s'approcher. J'ai compris qu'il cherchait à me percuter en vol. Prêt à tout, le pilote japonais se précipite tout droit sur le bombardier. Au tout dernier moment, j'ai tiré le manche et j'ai entamé un tonneau. Au moment où je suis passé à sa hauteur, j'ai senti un choc très violent. J'ai vu quelque chose voler. J'ai cru que j'avais perdu un aileron. Stanley vient de survivre miraculeusement à une collision en vol. On pourrait croire que les dégâts résultant d'un accrochage en plein vol à une vitesse relative dépassant les 1000 km/h seraient dramatiques pour les 2 appareils. Mais le Dauntless est un avion particulièrement robuste. Son aile a littéralement coupé en 2 celle du Zéro. J'ai fait demi-tour. Il fumait. Il a plongé dans les nuages et il a disparu quelques 1500 mètres plus bas. C'était la fin du combat. Après avoir abattu 3 chasseurs à bord de son bombardier en piqué, Stanley Vadessa se pose sur le Yorktown en héros. Sa bravoure lui vaudra la Navy Cross. Comme on le dit souvent dans ce métier, on marche sur les traces de quelques géants. À en juger par ce que le lieutenant Vadessa a accompli ce jour-là, il est clair que c'est l'un d'eux. Stanley ayant brillamment démontré ses aptitudes pour le combat tournoyant, il est transféré sur une escadrille de Wildcat à bord de l'Enterprise. En octobre 1942, il écrira une nouvelle page de l'histoire en abattant 7 appareils japonais en un seul jour. Pendant la guerre du Pacifique, les Alliés ont eu recours à des bombardiers bien plus imposants. Un an à peine après l'exploit de Stanley Vadessa, un B-17 isolé va se retrouver seul face à 17 assaillants. C'est l'un des combats aériens les plus époustouflants de toute la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes le 16 juin 1943. Un B-17 Flying Fortress, ou forteresse volante, survole les îles Salomon. Ce bombardier lourd quadrimoteur, dont l'indicatif est Hold 666, est seul, hors du rayon d'action des escortes de chasseurs. Son équipage va bientôt se livrer à un combat aérien d'une rare intensité. Le pilote Jay Zimmer et ses hommes doivent réaliser des relevés topographiques de Bougainville et de Buka, en prévision d'un débarquement allié. Les 9 membres d'équipage se sont tous portés volontaires pour cette mission extrêmement dangereuse.
Dès son arrivée en territoire ennemi, le B-17 est assailli par 17 chasseurs japonais. Nous avons retrouvé un document d'archives dans lequel Jay Zimmer témoigne. J'aurais dû faire demi-tour et abandonner la mission cartographique. Mais j'ai servi dans l'infanterie et je savais que le débarquement était prévu pour le 1er novembre. Notre mission était d'une importance capitale. Je suis certain que le commandant de bord savait qu'il serait à un moment ou à un autre attaqué par les Zéros. Jay Zimmer maintient le cap et se lance dans la dernière phase d'une mission devenue quasi suicidaire. À l'approche de la formation ennemie, la tension monte à bord du B-17. Ils ont surgi alors qu'on était à une quarantaine de secondes à peine de la fin de notre mission. C'était l'enfer. Les chasseurs japonais encerclent le bombardier américain. Ils se tiennent hors de portée des mitrailleuses le temps de coordonner leur attaque. Le combat opposera un B-17 isolé à 17 chasseurs. Mais l'aventure de Hall 666 commence 5 mois plus tôt à Port Moresby, en Nouvelle-Guinée, base opérationnelle de la 43e escadrille de bombardement. Relégué au bas de la liste d'attente pour son insubordination, Jay Zimmer n'a pas d'appareil. Il décide de trouver lui-même son B-17. Un ami photographe m'a dit qu'il connaissait un appareil sur lequel personne ne voulait voler. Il était réputé maudit. Il subissait de très lourds dégâts à chaque sortie. Le Flying Fortress, à l'état d'épave, sert de réserve à pièces détachées. Avec l'aide de quelques mécaniciens, il restaure entièrement cet appareil immatriculé 12666 et le rend à nouveau opérationnel. Un B-17E standard est capable de transporter près de 2 tonnes de bombes. Il est muni de 11 mitrailleuses orientables, mais Jay sait qu'il aura besoin d'encore plus de puissance de feu. Son équipage s'est porté volontaire pour une mission très dangereuse dont personne ne voulait. Le commandant de bord entreprend quelques aménagements inédits. Il remplace toutes les mitrailleuses de 7,62 mm par des 12-7 jumelées et en ajoute une derrière la tourelle ventrale et sur le nez, activée par le pilote. Hall 666 dispose en tout de 19 mitrailleuses. De plus, l'ancien armement est conservé à bord en cas d'avarie. Ces modifications ne seront pas de trop face aux 17 chasseurs nippons que l'équipage va bientôt affronter. « 3-0 rompt la formation et passe à l'attaque. Ils prennent position à 10, 12 et 2 heures. Ils savent que le point faible des bombardiers lourds est l'avant. Mais ils ignorent qu'Hall 666 n'est pas un B-17 comme les autres. Les Zéros ouvrent le feu en vol inversé afin de pouvoir dégager plus vite. Jay Zimmer met en action sa mitrailleuse fixe. Les obus atteignent le 0 de tête. Son réservoir est touché, le chasseur s'embrase immédiatement. Dans le compartiment avant, Joe Sarnowski, le bombardier, commande les 2 mitrailleuses de nez. Il touche mortellement un second Zéro. Le 666 ouvre les hostilités. Mais très vite, le 3e Zéro tire une rafale d'obus de 20 mm dans le nez du B-17. Le poste de pilotage et le compartiment avant sont touchés. La verrière de mon côté a volé un éclat et Jay a été très grièvement atteint. Les éclats d'obus et de métal blessent le pilote aux 4 membres, ainsi que Joe Sarnowski, le bombardier, touché à l'abdomen par les débris de sa verrière.
Joe Sarnowski était mortellement blessé. Il essayait de retourner dans le compartiment avant. Le navigateur a tenté de le retenir. Il lui a demandé si ça allait. Joe Sarnowski est retourné à son poste. Pendant ce temps, les chasseurs japonais restants se préparaient à porter le coup de grâce. Une autre vague de zéro s'apprête à frapper. Cette fois, KI-46 Dina se joint à la formation. L'attaque est à nouveau menée de front. Le KI-46 est un bimoteur de reconnaissance peu adapté au combat aérien. Joe Sarnowski, les mains couvertes de sang, saisit sa mitrailleuse une dernière fois. Il l'a visé, il l'a abattu. Et l'instant d'après, il s'est effondré. Le reste de l'équipage tente de repousser les attaques des Zéros. Jay Zimmer tente, malgré ses blessures, de rester conscient. Les instruments de vol sont couverts de son sang. Le palonnier a été touché, le système hydraulique est en panne, les deux mitrailleuses de nez sont hors service. Mais il y a plus grave. Le circuit d'oxygène est HS. À 25 000 pieds, la densité de l'air est trop faible. Jay Zimmer doit tenter une manœuvre désespérée. J'ai poussé sur le volant pour faire descendre l'appareil. Il fallait absolument qu'on sorte de là. Holt 666 descend de 4800 mètres en 40 secondes. Il vole désormais à 8000 pieds. L'équipage peut désormais respirer sans masque. Mais les 14 appareils ennemis restants rattrapent rapidement le bombardier. Ils se mettent en position pour une nouvelle attaque frontale. Jay Zimmer, qui a remis le cap sur sa base, sait qu'il doit faire en sorte d'offrir à l'ennemi une cible la plus réduite possible. Il exécute une manœuvre défensive audacieuse. Il balance son B-17 de droite à gauche pour faire front à chaque appareil ennemi, leur offrant ainsi une fenêtre de tir minimale. L'Holt 666 va se livrer à cette série de virages serrés pendant 45 interminables minutes. Le pilote est gravement blessé aux 4 membres, mais il trouve la force de faire slalomer son B-17, un appareil pourtant peu maniable. Je ne sais pas comment, mais il l'a fait. Après avoir épuisé une grande partie de leur carburant, les chasseurs nippons doivent se replier. Ils lèvent leur siège sur le Flying Fortress. Ce n'est qu'une fois hors de portée de l'ennemi que Jay Zimmer remet les commandes à son copilote. L'Holt 666 se pose sur la base alliée de Dobadura en Nouvelle-Guinée. Jay et ses hommes ont accompli leur mission cartographique et résisté à l'assaut de 17 chasseurs japonais. On est arrivé en finale. C'était loin d'être mon premier atterrissage sur B-17, mais c'était le plus beau. On s'est posé comme une fleur. Les secouristes et le personnel au sol se précipitent. Ils découvrent le cadavre de Joe Sarnowski et pensent que le pilote est mort. Je leur ai dit d'aller chercher Jay. Mais quelqu'un m'a dit qu'il y était resté. J'étais trop faible pour répondre. J'avais envie de leur crier « Je suis pas mort ». Jay Zimmer survit à ses blessures.
On dénombre dans la carcasse du B-17 187 impacts de balles et 5 d'obus. 6 des 9 membres d'équipage ont été blessés. Jay Zimmer se voit remettre la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire. Pour avoir regagné son poste malgré ses blessures, Joe Sarnowski la reçoit également à titre posthume. Les 7 autres membres d'équipage sont décorés de la Distinguished Service Cross. Jamais au cours de la Seconde Guerre mondiale, un équipage n'avait reçu autant de décorations. 20 ans plus tard, dans le ciel hostile du Nord-Vietnam, le commandant Thorsness, pilote de F-105, est sur le point de devenir une légende. Il ne le sait pas encore, mais dans quelques instants, son chasseur bombardier va se retrouver face à plusieurs MiG-17. Là encore, le combat semble bel et bien perdu d'avance. Nous sommes le 19 avril 1967. Leo Thorsness est aux commandes de son Wild Weasel. Son indicatif, Kadiak Leader. Derrière lui, le capitaine Harold Johnson, son opérateur de système électronique. Le F-105 est un appareil d'attaque au sol. Il n'a pas été conçu pour les combats aériens. Tom Madison est l'ailier de la formation. Son navigateur est Tom Sterling. Le Wild Weasel est la version biplace du Thunder Chief. Son emploi principal est la destruction de cibles terrestres par missile. Kadiak vient de franchir la ligne de front. Très vite, Léo repère la traînée d'un missile solaire. Son site de lancement est un objectif à détruire. Il vire sur l'aile et passe à l'attaque, se séparant de son ailier afin d'éviter la DCA. Quelques secondes après notre dégagement, Tom Madison nous a dit par radio « J'ai été touché ». Kadiak 2 vient de subir un tir antiaérien. 2 minutes après, peut-être même moins, j'ai entendu un bip, puis un autre. Ça signifiait que l'équipage du second F-105 s'était éjecté. Je n'étais pas très réjoui à l'idée de les savoir en parachute en plein territoire ennemi. En moins d'une minute, Léo repère les voilures des 2 aviateurs. Mais il n'est pas le seul. J'ai dit « Harry, on a 2 MiG à 1 heure ». Nos 2 ailiers faisaient une cible facile au bout de leur suspente. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Au moment où l'un des MiG a viré vers eux, j'ai engagé la post-combustion et j'ai pris un angle de poursuite. La post-combustion injecte directement du carburant dans la tuyère du réacteur. Le F-105 accélère brutalement. Il se précipite sur le MiG à 1000 km/h, tandis que les 2 aviateurs américains flottent dans les airs sans défense. Je me rapprochais de plus en plus. Je me suis retrouvé quasiment dans ces 6 heures. Mon réticule était à la hauteur de son aile gauche. J'étais très près de lui, peut-être à 300 mètres maximum. J'ai déclenché le tir de mon canon Gatling de 20 mm. Ça ne fait pas le ratatata d'une mitrailleuse, mais vroom, comme une scie circulaire. Léo vise dans le mille du premier coup. En une rafale de 3 secondes, 300 obus sont tirés. Le MiG est littéralement désintégré. J'ai touché le réservoir, l'aile s'est arrachée, le MiG a grimpé, il a fallu que je tire à fond sur le manche pour éviter les débris. Le chasseur ennemi tombe en vrille. Les 2 aviateurs américains échappent à ses canons, mais ils vont atterrir en territoire ennemi. Ils risquent des années d'emprisonnement et de torture. J'ai fait demi-tour et Harry m'a dit « Léo, on a d'autres bandits derrière ». J'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu le ventre d'un MiG-17. Quand vous voyez un chasseur ennemi sous cet angle en plein virage serré, ça veut dire qu'il a l'avantage sur vous. Le pilote ennemi s'est placé à l'intérieur du virage du F-105. Le MiG-17 étant beaucoup plus maniable, il peut ajuster sa cible aisément. La seule échappatoire est de prendre la fuite. Léo pique et file à vitesse maximale au ras des arbres.
Il est trop bas pour que la DCA puisse ajuster son tir. C'est quelque chose de voler en supersonique à 6 ou 7 mètres du sol. Ça remue. Le F-105 vole 560 km/h plus vite que le MiG-17. Il peut donc le distancer facilement. Mais Léo et Harold doivent encore coordonner la mission de sauvetage de l'équipage de Cadillac II. Les deux hommes s'apprêtent à vivre un combat pour lequel leur appareil n'a jamais été conçu. Le Republic F-105 Thunder Chief, tel qu'il est appelé dans sa version monoplace, n'est pas un chasseur. C'est un appareil multifonction, développé pour les besoins de la guerre froide. Son turboréacteur Pratt & Whitney J75 lui permet d'atteindre 2200 km/h, soit Mach 2. Il est muni d'un canon rotatif de 20 mm à des fins défensives uniquement. Le F-105 n'a jamais été un excellent chasseur. Il a été mis en œuvre pour servir de vecteur à l'arme nucléaire dans l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale. Il devait être capable d'opérer à basse altitude et à grande vitesse. Il était très rapide mais incapable de virer. En combat tournoyant, le MiG-17 supplante totalement le F-105. Il ne pèse que 6 tonnes contre les 22 du Thunder Chief. Le MiG-17 est supérieur en maniabilité et en puissance de feu. Le seul avantage du F-105 est sa vitesse. Léo tire profit de cet atout pour quitter l'espace aérien ennemi. Mais son niveau de carburant baisse. Des citernes volantes orbitent au-dessus du Laos afin de ravitailler les appareils rentrant de mission. Léo établit des coordonnées de rendez-vous. Pendant qu'il se ravitaille, l'opération de sauvetage commence. Des A-1 Skyraider, surnommés Sandy, arrivent sur zone. Ce sont des appareils à hélice capables de voler lentement et de protéger les pilotes d'éventuelles attaques terrestres en attendant l'arrivée des hélicoptères. Mais un A-1 n'a aucune chance face à un MiG-17. Léo et son navigateur savent que les Skyraiders vont avoir besoin d'aide. Les chances n'étaient clairement pas de notre côté. Mais on n'avait pas le temps de se poser des questions. Il fallait agir tout de suite. Si on n'y allait pas, qui le ferait? Il n'y avait personne d'autre. Léo et Harold retournent au combat. Mais avant qu'il n'ait le temps d'arriver, un MiG-17 abat l'un des deux Skyraiders. Léo va tenter de sauver le second dans un appareil n'étant pas conçu pour le combat aérien, manquant de munitions et face à un ennemi supérieur en nombre. Seul en plein territoire ennemi, Léo Thorsness et son F-105 volent au secours d'un Skyraider attaqué par une meute de MiG-17. L'A-1 vole à faible allure, en rase-motte, et enchaîne les virages serrés. Il profite de son avantage en maniabilité, mais il ne tiendra pas longtemps. J'ai foncé sur zone et tout à coup je l'ai vu. Le Skyraider était là, en train de tourner dans tous les sens. Léo est ici, les MiG sont là. Ils poursuivent le Skyraider ici. Léo compte se précipiter vers la formation ennemie pour créer une diversion en attirant les MiG sur lui. J'ai vu au moins 3 frescos. Dès que je me suis trouvé assez près d'eux, à environ un demi-nautique, j'ai viré sur l'aile. J'étais à la hauteur du 3e MiG, peut-être un peu plus haut que lui, mais vraiment pas grand-chose. Ils ont dû croire que j'allais revenir sur eux pour les affronter. Mais je n'avais aucune chance de m'en tirer face à 3 MiG-17.
J'ai attiré leur attention, puis j'ai viré à nouveau et on a filé. J'avais créé une diversion suffisante pour que le Skyraider ait le temps de repartir. Cette tactique audacieuse porte ses fruits. Grâce à sa vitesse supérieure, le F-105 se précipite hors de portée des MiG. Les Fresco abandonnent la poursuite. Mais Léo sait que les deux aviateurs abattus sont désormais sans protection. Il fait demi-tour pour engager les chasseurs ennemis. Les MiG attendent à la verticale du lieu du crash. Ils tentent un piège classique, la roue. Dans cette formation, 3 MiG ou plus forment un cercle. Si un pilote de chasse engage l'un d'eux, il en aura automatiquement un autre derrière lui. Léo se jette dans la gueule du loup. On s'est totalement laissé piéger. On a volé droit dedans. J'ai rien vu venir jusqu'à ce qu'on se retrouve pris au piège. Léo se rend compte trop tard de son erreur. Il ne lui reste qu'une solution. Attaquer avant d'être rattrapé par son poursuivant. Tout à coup, j'ai vu que le MiG qui se trouvait à 1 heure resserrait son virage. Quand il m'a vu, il s'est incliné davantage sur l'aile. Je n'ai eu qu'à placer mon réticule sur lui, en fait juste en avant, et à ouvrir le feu avec mes dernières munitions. Il est allé droit dedans. Léo réussit à sortir du piège tendu par les MiG. Mais au cours de ce combat, il a brûlé énormément de kérosène. Il doit réaliser un nouveau ravitaillement. Une fois encore, il tire profit de la vitesse de son F-105 pour rejoindre rapidement la citerne volante. Hélas, le sauvetage a échoué. L'équipage de Cadillac II est capturé. Tout à coup, j'ai entendu un appel radio. Cadillac Leader, il me reste que 250 litres de coco, il me faut de l'aide. Le pilote d'un autre Wild Wessel est en situation désespérée. Il est à court de carburant en plein territoire ennemi. Dans un acte unique de bravoure, Léo et Harold décident de sacrifier leur ravitaillement et laisser leur place à l'autre F-105. J'ai appelé le KC-135. Tanker 2, il faut ravitailler Greenfour, sinon on va perdre un autre appareil. Léo sait maintenant qu'il n'a pas suffisamment de carburant pour rejoindre une base alliée. Il prend la décision audacieuse de monter à 35 000 pieds et de mettre le cap en planant sur Hawthorne, un terrain situé à 130 km. Il n'utilise son réacteur que pour reprendre un peu de vitesse. On maintenait la vitesse à 275 nœuds, celle où on a la meilleure finesse, et on a plané. Je me disais, si on arrive à franchir le Mekong avec assez d'altitude, on pourra s'éjecter hors territoire ennemi. À 500 km/h, on perdait à peine 100 mètres d'altitude par kilomètre. Non seulement on a pu rejoindre le Mekong à 120 km, mais on a même atteint Hawthorne, 12 km plus loin. Juste après l'atterrissage, pendant les premiers mètres de roulage, le réacteur s'est arrêté. Harold a dit quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'était une journée. 11 jours plus tard, l'appareil de Léo et Harold est abattu lors de leur 93e mission. Les deux aviateurs passeront 6 ans en captivité. Le 15 octobre 1973, 7 mois après sa libération, Léo Thorsness reçoit la Medal of Honor des mains de Richard Nixon pour avoir tout mis en œuvre pour sauver plusieurs aviateurs américains ce 19 avril 1967. Je la porte comme tous ceux qui l'ont reçue, en hommage à ceux qui ne le peuvent pas. Léo est devenu pour tous les pilotes d'attaque au sol un modèle de courage et d'abnégation. Les progrès en matière de furtivité permettent maintenant à des bombardiers isolés de s'aventurer seuls, loin derrière les lignes ennemies. Mais il se pourrait qu'à l'avenir, l'un d'eux soit contraint à se livrer à un combat pour lequel il n'a pas été conçu. Alors à nouveau, la seule chose qui fera la différence entre la vie et la mort sera le courage avec lequel un pilote se battra.